Bonjour, merci d'être aussi nombreux à notre rendez-vous. Alors, il s'agit du premier webinaire d'une série de 4 dont le thème du jour est la NFC 1500 et les spécificités de la cuisine et de la salle d'eau. Alors, je vais commencer par vous expliquer quelques points techniques sur l'utilisation de ce webinaire. Donc, pour pouvoir poser vos questions, vous allez pouvoir utiliser le chat qui se présente devant vous. Vous avez un bouton en bas de votre écran et il est fort important que vous envoyiez votre question à All Panelistes que vous trouverez dans la liste des destinataires. Au niveau des réponses à toutes vos questions, bien évidemment, vous aurez des réponses à toutes vos questions. On va commencer, on a un quart d'heure pour cela, pour chaque thème, donc on commencera à répondre aux premières et pour celles pour lesquelles on n'aura pas de temps, on vous fera une réponse par écrit. Est-ce que vous pourrez revoir ce webinaire en replay? Bien évidemment, puisqu'il est enregistré en direct, comme c'est indiqué sur ce slide. Et si vous avez un problème technique, ce qui est fort peu probable, mais si vous en avez un, eh bien, vous contactez directement le chat et nous avons une administratrice qui se fera un plaisir de résoudre votre problème. On va commencer par les spécificités de la cuisine. Donc, les spécificités ne sont pas très nombreuses, mais elles sont relativement précises. Donc, on va commencer par étudier ce qu'on appelle le circuit électrique spécialisé. Vous verrez qu'il y en a plusieurs. Ensuite, le circuit électrique dédié, qui est un petit peu nouveau depuis quelques années dans la NFC 1500. La notion de prise de communication, la liaison équipotentielle supplémentaire, puisque vous allez voir que dans un cas précis, il y a besoin de faire une ELES. Ensuite, on fera une petite révision sur les sections et les protections et je vous donnerai quelques documents utiles pour pouvoir retravailler ces sujets. En termes de circuit électrique spécialisé, donc j'ai mis au milieu de ce slide plusieurs appareils qui font partie de ceux pour lesquels il faut un circuit électrique spécialisé. En particulier, ce qu'on va retrouver systématiquement et obligatoirement dans une cuisine, une alimentation pour une plaque de cuisson ou pour un four, une cuisinière. On va forcément avoir, je pense, une prise pour une machine à laver la vaisselle. Là, il y a des acronymes dans mon slide, donc c'est MLV. Ensuite, on va pouvoir peut-être trouver une machine à laver le linge également, MLL, et peut-être aussi une machine à sécher le linge. On peut également y retrouver un chauffe-eau, comme un congélateur, peut-être également une chaudière et un appareil de climatisation. Pour les autres appareils, tels chauffage électrique, volet roulant et Storban, on peut également en retrouver, mais vous remarquerez peut-être qu'ils ne sont pas notés avec un petit carré vert comme les autres, tout simplement parce que tous ceux qui ont un petit carré vert ont une particularité, c'est que bien évidemment c'est un circuit spécialisé, mais il ne doit porter que sur un seul appareil, et la ligne ne doit servir que cet appareil depuis un disjoncteur spécifique. Pour les trois autres, comme appareil de chauffage électrique, volet roulant et Storban, eh bien, les circuits spécialisés sont simplement protégés par un disjoncteur, donc monophasé ou triphasé plus neutre, mais bien évidemment, sur cette ligne, on peut avoir plusieurs récepteurs. Par exemple, sur une ligne de volet roulant, on peut avoir plusieurs volets roulants sur la même ligne. Je vous rappelle également qu'en termes d'équipement minimum, pour un appartement ou un logement de type T1, il faut obligatoirement un circuit plaque de cuisson. Et ensuite, il faut au moins 2 circuits spécialisés. Donc, alors là, c'est au choix, soit au choix de votre client ou une décision de votre part ou du promoteur. Mais en tout cas, en général, on va bien évidemment y retrouver une machine à laver la vaisselle. Ensuite, pour les appartements de type T2 et plus, eh bien, on retrouve toujours l'obligation d'avoir une plaque de cuisson en termes de circuits spécialisés et à minima 3 circuits spécialisés. Je vous précise également que pour la plaque de cuisson, elle peut être monophasée, bien évidemment, ou également triphasée plus neutre, et que dans ce cas-là, on a le droit à une boîte de connexion, ou alors une prise 32 ampères mono, ou une prise 20 ampères tri. Pour ce qui est du congélateur, une petite particularité, si la position du congélateur est déjà précisée au moment du chantier, alors vous devez le protéger par un différentiel DDR de 30 mA. Et ce DDR de 30 mA, il est fortement conseillé qu'il soit de type F. Donc on verra un petit peu plus tard, on reverra les types de différentiels.
Si par contre la position du congélateur n'est pas spécifiée, alors il n'y a pas d'obligation que ça devienne un circuit électrique spécialisé. Les protections différentielles de ces circuits, donc c'est là qu'il y a une petite particularité dans le logement, mais que vous connaissez tous, ça va être un rappel, j'en suis certain. Plaque de cuisson et machine à laver le linge, bien évidemment la sensibilité 30 mA, un type A en monophasé et un type B en triphasé plus neutre. Alors le type A pourrait être remplacé par un type F, c'est tout à fait admis par Consuel. Il est par contre, comme je vous le disais, obligatoirement de type F s'il s'agit d'un congélateur. Et pour tous les autres circuits, la protection différentielle, toujours de 30 mA, peut être de type AC, en monophasé comme en triphasé plus neutre. Je me suis permis de rappeler en dessous de ces deux encadrés les différences de type de DDR. Donc le type de DDR de type AC, bien évidemment, il fonctionne parfaitement bien sur tout ce qui est défauts alternatifs sinusoïdaux, donc les défauts les plus classiques, ceux que l'on rencontre très souvent dans un logement. Ensuite, vous avez le type A qui a, lui, les capacités de filtrer ce qu'on appelle une composante continue. Et le type B qui, en plus de filtrer la composante continue, va s'occuper des défauts qu'on appelle des composants continus lisses. Le type F, dont je vous parlais tout à l'heure, se range dans la ligne du type A en termes de capacité et de compétences. La seule chose qui le diffère du type A, c'est qu'en plus de ça, il est réputé être d'immunité renforcée, c'est-à-dire qu'il ne sera pas sensible aux problèmes différentiels ou assimilés comme des problèmes différentiels si ceux-ci arrivent depuis l'extérieur du logement ou depuis l'amont de l'appareil différentiel. Donc ce qu'on appelle un différentiel de type renforcement immunisé ne s'occupe de traiter que les défauts qui sont en amont, c'est-à-dire vraiment ceux qui remontent de l'appareil, ce qui permet d'avoir une meilleure continuité de service. Ensuite, dans la cuisine, depuis l'amendement de type A5, on a vu arriver ce qu'on appelle un circuit électrique dédié, qui lui concerne 6 prises de courant de type 16 ampères classique, mais qui doivent impérativement être protégées par un disjoncteur 20 ampères et être alimentées avec des conducteurs de section 2,5 mm². Ça n'est pas un circuit spécialisé, c'est un circuit dédié, c'est-à-dire que sur ces 6 prises, 4 doivent être au-dessus du plan de travail. Donc, globalement, ce qu'a voulu le législateur, c'est avoir une meilleure sécurité et une meilleure protection électrique pour les nouveaux appareils ménagers que l'on voit arriver sur les plans de travail, sans doute grâce au succès des émissions de cuisine que l'on voit fleurir à la télévision. Si la cuisine est de surface inférieure à 4 mètres carrés, il est admis de ne mettre que 3 socles au-dessus du plan de travail. Bien évidemment, toutes les autres prises de la cuisine, comme celle du four, du micro-ondes ou des prises de service, elles sont considérées comme des prises dites classiques du point de vue de la norme, donc on va respecter les mêmes consignes que pour les autres prises du logement. En termes de placement de ces prises électriques, dans la cuisine, il y a une prise particulière qu'on retrouve très peu normalement ailleurs, c'est la prise de la hotte. Donc la prise de la hotte, qui est une prise 16 ampères, tout à fait classique, doit être située à 180 cm, donc 1,80 m minimum de hauteur par rapport au sol fini, tout simplement parce que c'est la seule prise qui va être autorisée au-dessus de la plaque de cuisson. Je vous rappelle qu'au-dessus d'une plaque de cuisson ou d'un feu, les prises sont interdites. Il y a donc une dérogation pour cette prise haute à cette seule condition, 1,80 m de hauteur. Les autres prises, 16 et 20 ampères, ont classiquement l'axe de leur broche qui est à 5 cm mini au-dessus du sol. Et pour la prise 32 ampères, donc là on s'intéresse à la plaque de cuisson, bien évidemment en mono, on est à 12 cm minimum du sol. Quand on parle du sol, et ça tous les électriciens le savent bien, quand on est sur un chantier où on est en train de mesurer la hauteur du sol, on s'inquiète forcément de savoir s'il va y avoir un revêtement de style carrelage. Il faut donc bien évidemment, par rapport à une chape ou une dalle en béton, rajouter ces épaisseurs. Donc on prend de la marge, vous m'avez compris. Donc en termes d'installation interdite, bien évidemment, et c'est également interdit au-dessus de l'évier.
Quelques belles photos que j'ai pu trouver, ou que j'ai même pu faire parfois. Donc, vous avez un petit smiley qui rigole pas du tout, là. Donc, bien évidemment, la première photo qui est en bas à gauche de votre écran montre que si, et vous devez le faire, si vous terminez vos connexions, notamment pour la plaque de cuisson 32 ampères, avec des dominos ou des Wago, pensez à bien choisir le bon produit, ne pas sous-dimensionner le produit, et bien évidemment de bien serrer les vis, hein, ça c'est du classique, parce que comme c'est vous qui allez mettre les terminaisons sur ces câbles, vous pourriez être responsable de l'image que l'on est en train de voir, c'est-à-dire une connexion mal vissée, par exemple. Ensuite, sur la photo, la plus grosse photo qui est au centre du slide, elle me permet de vous rappeler que toute boîte de connexion doit être fermée avec son capot de protection. Alors là, sur cette photo, on a quelqu'un qui est un poète et qui est oui, qui fait du lyrisme même, c'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de capot pour protéger les connexions, mais en plus de ça, la série de 5 dominos n'arrive même pas à rentrer dans la boîte. Sur la photo qui est en bas avec la flèche rouge, ça me permet également de vous rappeler que quand on a ce genre de boîtier avec un capot de protection, le capot doit recouvrir la totalité de la boîte d'encastrement, bien évidemment, pas comme c'est montré là, et le câble doit être serré avec le serre-câble dans le boîtier, pas sur ses conducteurs, mais bien sur le câble extérieur. Un autre poète en haut à droite de votre écran qui, lui, carrément, s'est permis sur une arrivée qui, déjà, n'arrive pas dans une boîte de connexion, n'arrive pas sur une prise, et qui, en plus de ça, redistribue tout un tas de circuits dans la cuisine. Donc ça, c'est formellement interdit, bien évidemment. Et la dernière photo en bas à droite qui montre que si jamais c'était une ligne spécialisée, ce que l'on voit là, il est bien évidemment interdit depuis une ligne spécialisée, comme la machine à laver, le sèche-linge, la plaque de cuisson, etc., de repartir avec plusieurs lignes, puisque la norme dit que ces lignes spécialisées ne doivent concerner qu'un seul appareil. Les prises de communication, ça va être très simple, puisque depuis plusieurs amendements de la NFC 1500, il n'y a plus d'obligation de mettre des prises de communication dans la cuisine. Donc, je vais passer très vite sur ce slide-là. Rien ne vous empêche d'en mettre, mais il n'y a pas d'obligation d'en mettre. Un petit rappel aussi sur la liaison équipotentielle supplémentaire. Donc, dans une cuisine, il n'y a pas de liaison équipotentielle supplémentaire obligatoire, sauf dans un cas, qui est celui de la rénovation. Dans le cas où vous intervenez sur la rénovation d'une cuisine et que la terre est défaillante dans l'appartement ou dans cette pièce-là, à ce moment-là, la norme demande que, par dérogation, on fasse une liaison équipotentielle supplémentaire dans cette cuisine. Donc elle se fait exactement dans les mêmes conditions que celle d'une salle de bain que l'on verra juste après. Ne l'oubliez pas parce que du point de vue conçuel, si c'est une rénovation complète, vous pourriez avoir des problèmes. Quelques documents utiles. Alors, vous avez le guide de la norme NFC 1500 édité par Schneider Electric, dont vous retrouverez à la fin de ce webinaire la possibilité de le télécharger. Je pense que ça vous sera envoyé comme lien sur le chat ou dans un email. On va revoir ensemble rapidement le tableau des protections. On ne va pas le redétailler, mais pour vous rappeler qu'il y a des protections avec un calibre et des sections de conducteurs minimales. On va en profiter très rapidement pour se rendre compte que dans ce tableau des sections et protections n'apparaissent pas les réfrigérateurs et les micro-ondes qui ne sont pas considérés comme des appareils nécessitant une ligne spécialisée. Je le dis parce que c'est souvent une question qui est posée. J'ai trouvé également des fiches techniques qui sont utilisées par Consuel pour connaître les différents points qu'ils doivent vérifier quand ils font une vérification avant mise en service. Eh bien, on va y retrouver les points dont nous venons de parler ensemble. Donc, vous allez y retrouver la liaison équipotentielle supplémentaire en mesure compensatoire, par exemple, donc, la présence des circuits spécialisés, bien évidemment, et puis surtout les 6 prises de courant qui sont un circuit dédié à la cuisine. Eh bien, il est 17h45. J'ai tenu le timing, donc il va être maintenant temps pour vous de poser des questions, si vous en avez, et nous allons vous répondre en direct. Nous avons un quart d'heure pour faire ça. Donc, vous avez la parole. Enfin, vous avez le clavier, en tout cas, pour le chat.
J'attends donc vos questions. Et je vais relayer vos questions. Donc, je suis Gilles Le Gruffage et je vous ai mis quelques informations dans le chat déjà au fil de l'eau. D'accord. D'abord, bravo Dominique pour avoir à la fois tenu le timing et été aussi clair dans les précisions. Une question qui revient régulièrement, qui est liée à la liaison équipotentielle. Il me semble que tu as déjà abordé le cas, mais on va bien le repréciser. Est-ce qu'une liaison équipotentielle supplémentaire est obligatoire dans la cuisine? Alors, je vais rappeler ce que je viens de dire. Donc, la liaison équipotentielle supplémentaire est obligatoire dans une cuisine dans un seul cas, dans le cas d'une rénovation et dans le cas où, pour cette rénovation, eh bien, le circuit de terre est défaillant dans l'appartement ou dans la pièce dans laquelle va se trouver la cuisine. Elle ne peut pas concerner les appartements ou les logements neufs. Dans les logements neufs, la liaison équipotentielle supplémentaire n'est obligatoire que dans les salles de bain ou les salles d'eau. Très clair, merci. Au niveau du micro-ondes, est-ce que c'est un appareil qui est concerné par une prise, une ligne spécialisée, une prise dédiée? Alors non, non pour une raison assez particulière, c'est que sont concernés par les lignes dites spécialisées que les appareils gros consommateurs d'énergie et en règle générale par les appareils chauffants. Alors si on prend un four, c'est un appareil chauffant. On prend une machine à laver la vaisselle, c'est un appareil chauffant, des fils chauffe-l'eau. Dans ces appareils-là, n'est pas compté le congélateur, parce que c'est bien évidemment l'inverse d'un appareil chauffant, sinon il faut vite en changer. Mais par contre, il peut avoir une assez grosse consommation énergétique et surtout, on cherche à le protéger par un appareil différentiel unique pour la continuité de service. Donc un micro-ondes n'est pas un appareil chauffant en tant que tel puisqu'il ne produit aucune chaleur. En effet, donc du coup, le micro-ondes et la hotte, je peux les raccorder sur le même circuit que les prises du plan de travail? Eh bien non, Gilles. Et non, c'était le piège. Non, non, le circuit dédié, celui qu'on appelle le circuit dédié pour le plan de travail, est un circuit qui ne peut comporter que des prises sur lesquelles on va raccorder des appareils électroménagers, du style robot, etc., grille-pain. Ils doivent être sur le plan de travail pour au moins 4 de ces prises. Et ensuite, pour la hotte et le micro-ondes, on va plutôt utiliser un circuit de prise dit classique. Ok. Au point de vue des éclairages, est-ce qu'un éclairage sous les meubles hauts, comme on en trouve dans pas mal de cuisines, est obligatoire? Alors, la seule chose que nous impose la NFC 1500, c'est un point d'éclairage, si possible central, avec un point de commande à l'entrée de la pièce. Donc, quand on a lu cette phrase, eh bien, on en conclut que l'éclairage sous les meubles n'est pas obligatoire. Il est possible, on peut toujours rajouter des éclairages, mais il n'est pas obligatoire. Il est quand même conseillé. Oui, bien sûr. Tu as parlé tout à l'heure des prises de courant qui n'étaient pas autorisées au-dessus de la plaque de cuisson, hormis la prise dédiée à la hotte, mais à une certaine hauteur. Est-ce que ces prises sont autorisées à côté de la plaque de cuisson? Alors, absolument, on fait une projection des côtés, des flancs droits et des flancs gauches de la plaque de cuisson. Et à partir de cette limite-là, on peut commencer à avoir des prises de courant. Il était quand même assez rare d'avoir ces dimensions-là, parce que quand on intervient pour une cuisine dans le neuf ou même en rénovation, on a rarement le plan de travail déjà installé avec la plaque de cuisson installée. Donc forcément, on va chercher à savoir où elle est, et puis on va prendre un petit peu de marge quand même. On ne va pas prendre de risques. Ok. Une question toujours sur les circuits spécialisés. Est-ce qu'il y a des préconisations, puisqu'on a vu que les obligations étaient très restreintes, est-ce qu'il y a des préconisations pour choisir les bons circuits spécialisés au regard du nombre de prises obligatoires?
Qu'est-ce que tu veux dire par choisir les circuits? C'est pas forcément très clair. Est-ce que tu peux me repréciser Tu as ta indiqué question? tout à l'heure qu'il y avait une prise qui était, un circuit, pardon, ligne spécialisée dédiée qui était très identifié et d'autres qu'on pouvait affecter au lave-linge, au lave-vaisselle, à autres. Oui. Est-ce qu'il y a une préconisation en l'absence de choix de l'utilisateur? Alors malheureusement, j'en ai jamais trouvé de préconisation. On a un métier dans lequel il faut aussi être très logique et très souvent. Donc dans une cuisine, aussi petite soit-elle, on va à peu près souvent, si c'est pas tout le temps, trouver une machine à laver la vaisselle. Donc il y a au moins une prise spécialisée machine à laver vaisselle dans une cuisine. Après, savoir si l'utilisateur final, qu'on ne verra peut-être jamais d'ailleurs, va installer aussi une machine à laver et aussi un sèche-linge, on ne le sait pas. Donc on se doit de poser la question et d'essayer de trouver la réponse. Il y a des choses évidentes, hein. Si on a le plan d'un architecte, un des rôles de l'architecte, c'est de placer aussi ces éléments-là. Donc normalement, il les a dessinés sur son plan, on n'a pas de questions à se poser. Mais si on est en direct avec le client, ce sont des questions qu'il faut lui poser. Il est rare qu'on puisse faire le choix à 100% tout seul quand même. Effectivement, c'est du bon sens. Si on réalise un circuit spécialisé pour le congélateur, il y aura évidemment un différentiel puisqu'on va le mettre sur prise. Est-ce qu'il est préconisé, imposé un différentiel spécifique pour cette prise congélateur? Alors, du point de vue normatif, il n'y a pas d'imposition de type de différentiel. Tout ce qu'on demande, c'est que la ligne spécialisée soit là essentiellement pour ce qu'on appelle la continuité de service. C'est-à-dire, si j'ai un congélateur qui est protégé par un disjoncteur qui lui est propre et protégé par un différentiel qui lui est propre, s'il y a un problème différentiel dans le logement autre que venant du congélateur et que celui-ci est donc protégé dans les conditions que je viens d'énoncer, eh bien ce congélateur sera toujours en service, même si toute une rangée du tableau a été a sauté parce que le différentiel a détecté un problème ailleurs dans une prise qui est au garage, par exemple. Donc l'objectif, c'est vraiment que le congélateur soit isolé des problèmes différentiels avec son propre appareil. Donc si on veut que cela soit complètement efficace, il est nécessaire d'utiliser un différentiel de type super-immunisé. Super-immunisé est un différentiel qui, en plus d'être unique sur la ligne, ne s'occupera que des problèmes qui viennent de son amont, c'est-à-dire qui viennent de la ligne qui part vers le congélateur. Donc, le fait d'avoir un seul différentiel fait qu'on est sûr qu'il ne sautera pas parce qu'il ne fait pas partie d'une rangée dans laquelle il y a d'autres appareils. Et en même temps, si on le prend bien super immunisé, on est certain que les problèmes qui viennent de l'extérieur n'influeront pas non plus ce différentiel. C'est peut-être un petit peu technique, j'espère avoir été clair. En tout cas, si on choisit un différentiel spécialisé pour un congélateur, ne pas le prendre de type F super immunisé, on n'a fait que la moitié de la démarche. Je pense que c'est très clair. Puisqu'on est dans les différentiels et les différents types de différentiels, est-ce que tu saurais nous rappeler quand on doit utiliser un DDR de type A pour quels appareils? Alors le DDR de type A, selon la norme, n'est imposé. Alors on parle bien de la cuisine, là, je ne parle pas du reste de la maison. Il est imposé dans le cas de la plaque de cuisson et de la machine à laver le linge. Donc là, on est côté. Je vais vous repasser le slide, je crois. Si je n'ai pas dit de bêtises, on doit l'avoir quelque part, ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Là, je vous ai repassé le slide sur lequel il y a la réponse. Donc, plaque de cuisson et machine à laver le linge pour l'obligation du type A en monophasé. Est-ce que tu m'entends, Gilles? Je n'ai plus de son. Oui, je t'entends, je vois le slide, effectivement. D'accord, très bien. La question complète était, est-ce qu'un DDR de type AC pourrait se déclencher de manière intempestive pour une machine à laver la vaisselle? Alors, c'est plutôt l'inverse en fait. Si on utilise un appareil différentiel de type AC et qu'il protège la ligne, entre autres, d'une machine à laver la vaisselle, excuse-moi, répète ta question parce que je crois que j'en ai mangé un morceau.
Est-ce que tu peux répéter? Donc là, ton slide précise qu'on va utiliser un type A pour une plaque de cuisson Oui. et une machine à laver le linge, et tous les autres circuits Oui. étant en type AC. La question est, est-ce qu'un type AC pourrait se déclencher de manière intempestive pour un lave-vaisselle? Ah d'accord, excuse-moi. C'est le mot vaisselle que je n'avais pas entendu. Donc je recommence ma réponse de la même manière. En fait, le législateur a manifestement, à mon sens, oublié les lave-vaisselle et les sèche-linges, puisque l'intérêt d'utiliser un type A vient simplement du fait que les appareils style plaque de cuisson et lave-linge sont quasiment tous aujourd'hui des appareils avec un tableau de commande électronique, surtout les plaques de cuisson vitrocéramiques avec tout le système de déclenchement par contact du doigt sur une plaque en verre. Il y a une grosse électronique là-dessous pour que ça fonctionne. Et la problématique de l'électronique, c'est qu'elle fait ce qu'on appelle renvoyer sur le réseau, donc sur la ligne de 130 volts, ce qu'on appelle une composante continue. Je ne vais pas vous faire le détail de ce que c'est qu'une composante continue, mais globalement, c'est une pollution. Et cette pollution, elle a un effet particulier, c'est que sur un appareil différentiel classique, donc de type AC, ce qu'elle va faire, on appelle ça un aveuglement du différentiel, c'est-à-dire que cette composante continue, en remontant le circuit, elle va interagir avec l'électronique qui est à l'intérieur du différentiel de type AC, et elle va l'aveugler, c'est-à-dire qu'elle va le mettre en stand-by. Et si jamais un problème différentiel complètement normal arrivait à ce moment-là, le type AC ne déclencherait pas. Donc quand on met un type A, c'est justement pour que le type A, en fait, c'est un appareil de type AC plus une fonction qui sépare la composante continue pour ne pas la traiter, justement, et n'envoyer que l'alternative sinusoïdale au circuit qui traite le différentiel. Donc si je mettais un différentiel une machine à laver la vaisselle derrière un différentiel de type AC, ça ne sauterait pas intempestivement, ça serait exactement le contraire, ça pourrait ne pas sauter à cause de ce phénomène. Donc globalement, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un type A aussi pour le lave-linge, un type A aussi pour le sèche-linge. Vous ferez de la surprotection, malgré qu'elle ne soit pas obligatoire, pour l'instant dans la norme. Bon, je pense que la précision était importante. On va sortir des différentiels, je pense, pour la dernière question. Oui. Et on va s'attaquer aux protections sur intensité. Le courant admissible d'une prise de courant est de 16 ampères. Peut-on vraiment protéger avec un disjoncteur 20 ampères? Alors, est-ce qu'on parle toujours des circuits spécialisés? Oui. Non, la question, je pense, est d'ordre plus général. Oui. Alors, il faut savoir que je vais parler de la cuisine pour élargir le débat un petit peu après. Tous les appareils chauffants dont on a parlé tout à l'heure, prenons un four, prenons une machine à laver la vaisselle par exemple, sont des appareils qui ne consomment pas plus de 8 à 9 ampères très grand maximum, même pour un four électrique. Donc quand on branche un four électrique sur une prise 16 ampères, il faut savoir que on dit que c'est une prise 16 ampères, mais en fait, elle n'est pas capable de faire passer 16 ampères au-delà de plusieurs minutes. Si on retourne cette prise et qu'on regarde bien ces indications, à l'arrière de la prise, il est marqué 10/16 ampères. Le 10 voulant dire que c'est l'intensité maximum qu'elle peut supporter pendant un temps long, et 16 ampères étant l'intensité maximum qu'elle peut supporter en pointe. Donc je reviens en arrière par rapport à une explication. J'ai une prise réputée 16 ampères, comme on les appelle habituellement. Je mets un four qui consomme 8 ampères. Je suis en dessous des 10 ampères permanents dont je viens de vous parler. Donc la prise ne chauffera pas particulièrement. Et on va mettre en bout de cette ligne, bien évidemment avec des conducteurs en 2,5 mm², on va mettre en bout de cette ligne un disjoncteur dont le calibre est de 20 ampères. Alors là, on se dit, alors pourquoi on est en train de m'expliquer qu'un four c'est 8 ampères et on met un 20 ampères en tête? Eh bien 20 ampères en tête, tout simplement, parce que c'est au-delà du double de ce que consomme le four. Donc si je fais 2 fois 8, ça fait 16 ampères, d'accord? Et 20 ampères, ça permet d'être bien au-deçà de ce qui permettrait au disjoncteur de s'échauffer de manière anormale
Si je fais passer 8 ampères dans un disjoncteur de 10 ampères, il est fait pour, il n'y a pas de problème, il ne sautera pas parce que ce n'est pas sa fonction, on est en dessous de son calibre. Par contre, il va s'échauffer de manière anormale et ses fonctions de rapidité d'ouverture et de détection de défauts vont perdre en qualité, c'est-à-dire qu'elles vont déclencher un peu plus tard que ce qui est normalement prévu. Donc pour éviter ce phénomène, quand on a un four, on met une ligne spécialisée avec un 20 ampères en tête, il voit passer en permanence 8 ampères, donc il ne s'échauffe pas et il réagira à la vitesse normalisée et faite pour. Est-ce que je n'ai pas été trop complexe, Gilles? Dis-moi. Je pense pas, je pense que c'est clair. Il reste pas mal de questions auxquelles tu n'auras pas le temps de répondre puisqu'il est 18h01, on a déjà dépassé le temps. Je te laisse enchaîner, Dominique, avec la salle de bain. Continuez à poser vos questions si vous en avez encore sur la partie cuisine. Bien entendu, si vous en avez d'autres sur la salle de bain, elles sont les bienvenues. On y répondra d'ici un quart d'heure. Bien, eh bien, nous allons donc enchaîner avec la salle d'eau. Alors, la salle d'eau, c'est le terme générique qu'on va retrouver dans l'année C1500. Nous, on a tous l'habitude de dire salle de bain, mais génériquement, une salle d'eau, ça comprend les salles de bain de type baignoire et les salles de bain de type douche. Voilà pourquoi on appelle ça une salle d'eau. Tout simplement parce que le législateur a fait entrer dans toutes les obligations de la salle de bain également les douches, puisque ça se fait de plus en plus. Donc, nous allons parler des 4 volumes, c'est le grand classique pour l'électricien. On va parler également des différentes tensions des appareils admises et des indissipées de ces appareils. Nous allons également parler des parois, puisque là, il y a beaucoup de subtilités sur les parois. On va parler de la liaison équipotentielle supplémentaire et de quelques documents utiles. Donc, le rappel sur les 4 volumes. Donc, depuis quelques amendements, nous n'avons plus que 3 volumes désignés comme étant le 0, le 1 et le 2. Et le volume 3 qu'on connaissait avant a disparu. Pour simplifier, aujourd'hui, il s'appelle hors volume, ce qui ne change pas grand-chose à la compréhension du sujet d'ailleurs. Donc, si vous regardez la partie gauche du slide, vous avez les volumes définis pour une baignoire. Donc, la difficulté se trouve souvent sur le volume 1, rarement sur le volume 2. Donc, le volume 1, c'est tout ce qui se trouve au-dessus du volume 0, qui lui est le contenant de la baignoire. Donc, le volume 1, c'est tout ce qui se trouve au-dessus de ce volume 0, dont la dimension commence au fond de la baignoire et va jusqu'à 2,25 m. Donc, dans un logement où il y a une baignoire, on est très souvent avec un volume 1 qui va toucher les plafonds, puisque les plafonds sont à 2,50 m et que le fond de la baignoire est souvent à 20 ou 25 cm. Donc, quand il y a une baignoire, on est à peu près certain que le volume 1 va jusqu'au plafond. La partie qu'on appelle volume caché, c'est tout ce qui entoure la baignoire, donc sur l'extérieur de la baignoire, et qui est en dessous du volume 1. Alors, ce que n'explique pas vraiment ce dessin, parce que c'est très compliqué à représenter, c'est que le volume caché est plus large que le volume 0, tout simplement parce que le volume 0 correspond à l'intérieur du bac de la baignoire et que cette baignoire, elle a des rebords. Donc voilà pourquoi le volume caché est plus large que le volume 0. Si on part, alors le volume 2, ça n'a pas changé, c'est toujours 60 cm par rapport au volume 1. Et la particularité, c'est que pour le volume 2, il n'y a aucun calcul à faire en termes de hauteur. Le volume 2 part du sol fini et va jusqu'en haut du volume 1. Donc là, c'est très simple à délimiter. Dans le cas d'une douche, donc c'est le dessin central, dans le cas d'une douche, le volume 0, là on est sur une douche à l'italienne, donc c'est une douche qu'on appelle sans receveur. Donc le volume 0 est considéré comme étant au ras du sol fini, pas du creux dans lequel il y a la bonde de la douche, on parle bien du sol fini, et sur 10 cm de haut. Notre volume 1 part, c'est-à-dire du sol lui-même. Donc autant dire en gros que le volume 0, on ne va pas en tenir compte puisqu'il fait 10 cm de haut, donc on ne va même pas s'y intéresser. Ensuite, le volume 2, c'est toujours 60 cm, mais la grande nouveauté, c'est la largeur du volume 1. La largeur du volume 1,
si vous regardez les deux schémas vus de dessus qui sont sur la droite, dans le cas d'une douche sans receveur, le volume 2 se calcule par rapport à 3 possibilités. Soit on a une douche, ce qu'on appelle une douche de tête, c'est-à-dire un pommeau de douche qui est fixe contre un mur, auquel cas on va compter 1,20 m depuis le centre de cette douche de tête. Si jamais on a un mitigeur, par exemple, avec un flexible et une douchette libre, que l'on peut promener dans notre douche à l'italienne, à ce moment-là, on va compter 1,20 m depuis le raccord qui est à l'origine de ce flexible. Et si on a une douche pluie, donc là, on se retrouve avec une douche fixe, mais la douche pluie, elle va aller assez loin dans la douche à l'italienne, alors on fait 1,20 m par rapport au périmètre extérieur de cette douche. Alors cette douche pluie, elle peut être carrée, elle peut être triangulaire, elle peut être ronde. On prend le périmètre extérieur. Donc là, ça devient une grosse difficulté pour nous, c'est de savoir comment va être équipée la salle de bain, et notamment la douche. Si c'est une douche à l'italienne, comment va-t-elle être équipée? Donc là, on a vraiment besoin de l'architecte ou du client ou du plombier. On ne peut pas l'inventer. Ensuite, les différents appareils que l'on peut retrouver. Là, j'ai été un petit peu plus complet dans mon slide parce qu'il est vraiment important de connaître tout ça pour pouvoir travailler. On va retrouver nos 3 volumes, le 0, le 1 et le 2, plus le volume caché. Des choses très classiques que vous savez déjà, mais d'autres que vous savez peut-être un peu moins. C'est par exemple qu'on peut tout à fait mettre un chauffe-eau électrique dans un volume 1 ou dans un volume 2, à une condition très particulière, mais qui est très facile à comprendre. Il est impérativement de classe 1. Impérativement de classe 1, ça veut dire que ce chauffe-eau, il a obligatoirement un raccordement à la terre électrique du bâtiment et que toute sa carcasse est mise à la terre. Voilà pourquoi on peut le mettre dans le volume 1. Il faut également, s'il est en volume 1 ou volume 2, impérativement qu'il soit placé le plus haut possible et surtout à l'horizontale. À l'horizontale parce que les connexions étant, si on le met en vertical, les connexions étant vers le bas, on va se retrouver avec des connexions qui sont plutôt accessibles. Voilà pourquoi il faut qu'il soit horizontal. Si on veut mettre des éclairages, il va falloir dans le volume 1 et le volume 2 qu'on soit en TBTS, c'est-à-dire inférieur ou égal à 12 volts en courant alternatif, ou inférieur ou égal à 30 volts en courant continu. Donc là, on va difficilement pouvoir trouver des appareils TBTS sans transformateur. Donc le transformateur ou la source d'alimentation doivent être hors volume. Alors hors volume, je me permets de vous rappeler qu'un plafond en placo est une limite et que donc le volume 1 et le volume 2 ne peuvent pas passer au-delà de ce plafond en placo. Donc si vous mettez des spots étanches, vous pouvez très bien avoir le transformateur qui passe par le trou du spot et laisser le transformateur sur le plafond quand vous mettez votre spot. Ça, c'est admis. Par contre, si vous avez un plafond en quadrette, là, ce n'est plus un plafond fixe, c'est un plafond démontable et là, le volume 1 peut monter à l'intérieur des plafonds. Faites attention à ça. Ensuite, les indices de protection, indice de protection minimum 4, bien évidemment pour ces appareils. Une particularité aussi, vous avez le droit à des interrupteurs ou des boutons de commande, si ceux-ci, de la même manière, pilotent des appareils qui sont en 12 volts ou en 30 volts, en TBTS. Alors, je ne vous dis pas là qu'avec l'interrupteur, on va aller commander le primaire du transformateur qui est en 230 volts, qui lui alimente l'ampoule en 12 volts. Hein. Il s'agit bien de couper le secondaire du transformateur, là. Hein. Il ne s'agit pas d'autre chose. Ensuite, la prise rasoir 50 VA, mais celle-ci, vous la connaissez, c'est une classique. Le sèche-serviette, par exemple, impérativement classe 2 s'il doit être dans le volume 2. Donc là, c'est complètement l'inverse du chauffe-eau électrique. Hein. Classe 2, ça veut dire aucun raccordement à la terre. La seule chose qui va être imposée, c'est que la sortie de câble qui permet d'alimenter ce chauffe-serviette ou ce sèche-serviette, c'est que la sortie de câble soit à l'arrière et cachée par le sèche-serviette, pas à côté. Maintenant, si cette sortie de câble, elle est dans le hors volume, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas qu'elle soit dans le volume 2 si elle n'est pas cachée par l'appareil. Ensuite, eh bien, tous les autres appareils qui sont hors volume 2 sont obligatoirement, par exemple, pour le lave-linge qu'on voit ici, lui, il est obligatoirement de classe 1, c'est-à-dire qu'il doit avoir un raccordement à la terre.
mais il n'a aucune autre caractéristique obligatoire. Ensuite, les parois, ça a été un gros dilemme aussi pendant un bon petit moment au niveau des installations. Donc, vous avez vu que les volumes, donc que l'on regarde maintenant sur le dessus, donc volume 1, 2 et surtout 0, peuvent être délimités par des parois. Alors, délimités par des murs ou des cloisons, il n'y a rien de plus simple, mais par contre, dès qu'on commence à avoir des parois de douche amovibles, des parois de douche coulissantes, des parois de douche battantes, par exemple, qu'est-ce que l'on prend comme délimitation d'un volume? Alors, voilà ce que dit la norme. La norme, elle dit que l'on doit considérer deux types de parois. Une paroi dite fixe et pérenne et une paroi dite non pérenne. Fixe et pérenne, c'est une paroi qui est réputée d'abord commencer au niveau du sol, donc elle est jointive au sol, et ensuite elle est non démontable ou elle est construite. Alors construite, tout le monde voit ce que c'est, carreaux de plate, placo, etc. Non démontable, ça peut être une paroi en verre, ça peut être une paroi en plexiglas, à la seule condition, c'est qu'elle soit fixe et surtout fixée au mur. Donc on oublie bien évidemment les parois qui s'ouvrent et qui se ferment pour rentrer dans la baignoire. Et elle va pouvoir servir à délimiter un volume à une deuxième condition, c'est que sa hauteur est supérieure ou égale à celle du volume qu'elle délimite. Donc par exemple, si on veut que la paroi dite pérenne que l'on voit sur le schéma sur la partie gauche délimite bien un volume 1 et un volume 2, en tout cas un volume 1 sur sa hauteur, elle devra être au moins aussi haute que le volume 1, c'est-à-dire supérieure à 2,25 m du fond de la baignoire. Ensuite, une paroi donc, qui est dite non pérenne, ce sont toutes les autres. Donc, je vous l'ai expliqué, hein, toutes les parois amovibles qui sont coulissantes, les entrées de bac à douche coulissantes, etc. Du point de vue de notre volume, on fait comme si elle n'existait pas. Là, on n'a absolument pas le droit de s'en servir pour délimiter un volume. Quand bien même ce serait une paroi battante, par exemple, qui ferait toute la hauteur du volume 1, on ne peut pas la considérer comme délimitant un volume. Donc là, on a la règle que je vous ai dessinée, on l'oublie dans nos calculs. La liaison équipotentielle supplémentaire. Donc l'objectif de cette liaison équipotentielle supplémentaire, c'est la sécurité, bien évidemment, des personnes et des animaux. Donc là, on va s'occuper de risques d'électrisation ou d'électrocution. Donc, ça vous connaissez, c'est pas toujours facile à faire, mais le législateur a élargi un petit peu les possibilités qu'on pouvait utiliser. La première, c'est d'aller se raccorder directement sur le tableau électrique. Alors, on parle du même tableau de distribution ou de répartition si on envoie plusieurs équipotentiels, bien évidemment. Ensuite, on peut aller faire ça dans une boîte de connexion que l'on va dédier à la liaison équipotentielle, donc qui peut être dans la même pièce ou qui peut être dans une paroi adjacente, donc à l'arrière de la paroi d'une salle de bain ou d'une douche, dans une autre pièce par exemple. On va souvent réussir à la réaliser quand les toilettes sont jointives à la salle de bain. On peut mettre la boîte de dérivation dans les toilettes par exemple. Et puis surtout, et c'est là que ça nous intéresse, on peut avoir une solution qui fait un mix de ces deux solutions-là. Bien évidemment, il y a une troisième solution qui est celle qu'on a toujours utilisée, c'est qu'on peut réaliser une équipotentielle en allant d'un appareil vers un autre et en faisant une jonction dans toutes les boîtes. Ça, c'est toujours possible. Ne surtout pas oublier tout ce qui est grillage métallique au-dessus d'un chauffage par le sol. Ça, c'est très important. Et puis, on a longtemps eu des soucis en tant qu'installateur avec tout ce qui était cadre d'huisserie métallique. Les receveurs de douche métalliques, ça c'est quand même très complexe pour faire une équipotentielle. Donc le législateur a assoupli un peu la règle en disant que si entre le cadre métallique d'une porte d'entrée par exemple et un autre point d'équipotentiel, par exemple celui d'une prise, si on arrivait à mesurer que la résistance de continuité était inférieure à 2 ohms ou que la résistance d'isolement était supérieure à 500 kΩ, alors on était autorisé à ne pas raccorder cet élément métallique à l'équipotentiel de la salle de bain. Voilà qui nous arrange. Alors voilà quelques bonnes manières de faire des équipotentiels supplémentaires. Donc utiliser des colliers spécifiques pour cela, pensez à bien gratter les tuyaux en cuivre avant de mettre son collier si jamais la construction n'est pas neuve. Dans la photo qui est en bas à gauche, cette liaison équipotentielle est autorisée, elle est dans une boîte spécifique.
Mais par contre, elle doit avoir une condition principale, c'est qu'elle doit être accessible. Je vous rappelle que toutes les liaisons équipotentielles doivent être accessibles. Voilà de mauvais exemples. Alors, c'est des exemples qu'on va rencontrer très souvent quand on intervient dans des appartements existants. Je trouve que la plus jolie, à mon sens, c'est celle qui est en bas à droite et qui montre le raccordement d'un châssis métallique, sans doute d'une baignoire, directement avec un fil en 2/5 entouré sur une vis de fixation de la baignoire sur le cadre. Ça, j'aime beaucoup. C'est aussi un poète, je pense. Alors, de nouveau, vous allez retrouver toutes ces informations dans des documents dits utiles, donc le recueil de la norme NEC 1500, le tableau des sections et des protections qui peut être intéressant pour vous, bien évidemment, et puis un extrait de la fiche technique consuelle dans laquelle on va retrouver toutes les informations dont je viens de vous parler. Donc sachez que Consuel vérifie tous les points techniques que je viens de vous exposer. En particulier, et ils sont très à cran avec ça, et c'est tout à fait normal, avec tout ce qui est liaison équipotentielle supplémentaire. Eh bien voilà, il est 18h17, j'en suis aux questions-réponses. J'ai dû aller un petit peu plus vite parce que le sujet était un peu plus complexe, je m'en excuse, j'espère que ça a été pour vous. Gilles, c'est à toi, potentiellement. C'est une vraie horloge, Dominique, pile à l'heure. C'est impressionnant, disons même atomique. Hein. C'est clair. Écoute, deux grandes catégories de questions. Des questions liées à la liaison équipotentielle supplémentaire et des questions liées au volume. Je vais attaquer par cette partie-là. Est-ce que l'on peut installer un radiateur dans le volume 2 d'une salle de bain qui aurait un boîtier de commande déporté? Alors, radiateur, disons sèche-serviette ou radiateur électrique, avec un boîtier de commande déporté dans le volume 2. Alors, dans le volume 2, oui, à la condition qu'il soit de classe 2. Oui, à la condition que sa sortie de câble soit à l'arrière, c'est-à-dire cachée en fait par l'appareil. Et le boîtier de commande déporté, bien, à condition qu'il soit hors volume 2, ou alors qu'il soit en basse tension, mais ça je ne crois pas que ça existe vraiment. Donc le boîtier de commande, il faut qu'il soit en dehors du volume 2, et le câble qui relie les deux doit être de classe 2 s'il est volant, et doit être intégré dans le mur dans l'autre cas. Ok. Toujours des volumes, cette fois-ci on va parler d'une grande baignoire, puisque j'ai une question sur les piscines. Est-ce qu'il existe un document référençant les volumes pour une piscine? On sort un petit peu de la salle d'eau. Alors, pour les piscines, je ne connais pas de document spécifique, mais par contre, j'en chercherai un, et si j'en trouve un, je le mettrai à disposition au niveau du retour qu'on fera au niveau du webinaire. Je pense que ça doit être encore plus draconien que dans une salle de bain. Certainement. Écoute, merci. On retrouvera ça donc dans la FAQ qui accompagnera le replay qui sera à votre disposition. Au niveau de la liaison équipotentielle supplémentaire, tu as fait tout à l'heure, Dominique, un distinguo par rapport à cette LES dans la cuisine, disant qu'elle n'était pas obligatoire dans le cadre du neuf, qu'elle pouvait l'être dans le cadre de l'existant en fonction de l'habitat, si j'ai bien suivi. Oui. Qu'en est-il pour la salle de bain? Pour la salle de bain, dans le neuf, est-elle obligatoire? Alors, dans le neuf, elle est obligatoire. Ça, c'est une certitude. Elle est également de moins en moins complexe à réaliser puisque globalement maintenant, les maisons dites plutôt modernes ont un chauffage au sol, soit par boucle d'eau chaude, soit par résistance électrique. Ça commence à être rare avec la RT 2012 maintenant. Donc quand on est en boucle d'eau chaude, on n'a pas de problème, on n'a pas de contact direct avec la tuyauterie, comme on dit. En règle générale, l'alimentation eau chaude, eau froide, que ce soit de la douche, de la baignoire ou du vasque,
est en PE. Donc comme on est en PE, on n'est pas sur un élément métallique, donc il n'y a pas d'équipotentiel supplémentaire à faire à cet endroit-là. Donc en général, il va nous rester les visseries métalliques si on en a, et puis un raccordement entre tous les points lumineux et toutes les prises. C'est assez réduit, mais c'est obligatoire. Ok. Ça me permet peut-être de préciser aussi, j'ai peut-être entendu ça aussi dans ta question, si j'ai une alimentation, par exemple, d'un mitigeur dans une douche, cette alimentation au chaud d'eau froide est en PE, elle n'est donc pas en cuivre. Il n'y a aucune raison de créer une équipotentielle sur le mitigeur qui, lui, est métallique. Alors tu m'as coupé l'herbe sous le pied parce qu'il y avait une question sur le sujet. Désolé. Avec des alimentations en PVC, de tuyauterie en PVC. Par contre, il y a une question qui tient aussi aux multicouches. Alors j'imagine que c'est une spécificité de certains tuyaux. Alors, un multicouche, c'est une forme de tuyau qui est un petit peu armé, qui est un petit peu plus rigide. À partir du moment où il n'y a pas de contact sur des parties métalliques, la liaison équipotentielle supplémentaire n'est pas obligatoire. Si on a des raccordements qui sont faits, par exemple, je vous donne un exemple de la vraie vie, puisque ça m'est arrivé. Dans un local technique, donc là on parle d'une liaison équipotentielle principale, mais le principe est le même, j'avais une alimentation et un retour qui montaient sur des toits pour avoir un chauffe-eau solaire et qui était fait avec des flexibles tressés en inox. Et bien là c'est une partie métallique. Sur le toit il n'y a vraiment aucune problématique d'électricité à imaginer, mais par contre j'étais obligé de faire une équipotentielle principale sur ces deux raccords. La notion est de savoir est-ce que le contact avec le produit, avec l'appareil, est métallique ou pas. Ok, j'avoue qu'il y a beaucoup de questions. Ça fait pas mal réagir cette histoire de multicouches et de contact possible en fonction du cuivre qui dépasse pas, Alors, etc. je veux bien creuser la question par rapport aux multicouches. Mais ma réponse telle qu'elle me vient, c'est celle-là pour l'instant. Ok, merci beaucoup. On sort des volumes et de la liaison équipotentielle et on revient sur les protections différentielles. Tu as précisé tout à l'heure que un lave-linge dans la salle de bain, dans la cuisine nécessitait un différentiel de type A. Si ce lave-linge migre dans la salle de bain, est-ce que c'est le même différentiel qui va protéger son circuit? Absolument, puisque le type du différentiel est lié à l'appareil, il n'est pas lié à la pièce dans laquelle on installe l'appareil. Très clair et très direct. Est-ce qu'on peut poser une prise de courant lave-linge ou lave-vaisselle à côté du robinet d'eau et d'évacuation? Ça, c'est vrai pour la cuisine et la salle de bain. Alors, il n'y a rien de défini de manière très claire dans la NFC 1500 de ce point de vue-là. Je pense tout simplement, j'essaye de comprendre des fois pourquoi ça n'est pas précisé, je pense tout simplement parce que ces robinets sont réputés être raccordés sur des tuyaux qui sont eux-mêmes utilisés par des machines qui sont à côté. Donc il n'y a aucun risque de dégagement d'eau ou de quoi que ce soit puisque le circuit est fermé avec la machine. Par contre, on a entendu dire certaines fois qu'il fallait une distance de 5 cm, de 10 cm. Je n'ai jamais trouvé de règle précise. Je pense que c'est plutôt une règle de bon sens. En tout cas, moi, quand j'installe des prises, surtout dans les cuisines, je m'éloigne le plus possible de tout ce qui est robinetterie et évacuation. Effectivement, une règle de bon sens. Je reviens sur les volumes. Un bouton de commande qui se trouverait en volume 2, mais qui serait un bouton KNX. Est-il autorisé? Alors, un bouton de commande KNX, c'est un bouton de commande qui est raccordé sur des conducteurs qui amènent en particulier à ce bouton une tension au courant continu de 29 volts. 29 volts, on est juste 1 volt en dessous de la tension maximum autorisée dans le volume 2. Donc dans le volume 2, oui,
je peux installer un bouton de commande KNX. Je pourrais même le mettre dans le volume 1. Je ne vois pas bien la nécessité de reproduire des problématiques de chanteurs français qui sont morts dans leur baignoire, mais avec ce bouton, il n'y a aucun risque. Ok, donc il est autorisé. Je pense qu'on a globalement fait le tour des questions qui étaient liées à la salle de bain, à moins qu'il en arrive quelques dernières par le chat. Je ne sais pas s'il reste des points à préciser. On est quasiment arrivé au bout de ce webinaire à 3 minutes près. Oui. Donc les questions-réponses, nous venons de les voir. Bien écoutez, s'il n'y a plus de questions particulières, nous pouvons peut-être conclure ce premier webinaire à cette heure-ci. Qu'en penses-tu, Gilles? Les questions arrivent encore ou on conclut? Non, ça se tarit, donc je pense que l'on peut effectivement passer à la suite. Alors, ouais. Bien, voilà, donc arrivé à la fin de ce premier webinaire, vous allez recevoir par email un lien qui va vous permettre donc d'aller sur le replay de ce webinaire et également de lire les réponses aux questions qui ont pu être posées dans le chat et pour lesquelles je n'ai pas pu amener de réponse en direct. Vous pourrez également, je crois, dans cet email, télécharger, en tout cas avoir le lien de téléchargement du guide de la NFC 1500 qu'a édité Schneider Electric, qui est une mine d'informations dont je vous conseille de le télécharger, parce qu'il est particulièrement bien fait, très synthétique. Et puis, dernière petite demande, pour nous permettre de nous améliorer sur ces prochains webinaires, nous aimerions avoir votre avis et vos retours sur le temps, comment ça s'est passé, le rythme, etc., la durée. Donc, si vous vouliez bien nous envoyer donc, vos avis et vos retours, vous allez également recevoir un lien dans le chat. Je crois que vous avez 8 questions relativement simples. Donc, en tout cas, ça nous aiderait beaucoup si vous vouliez bien y répondre. Eh bien, par rapport à ça, vous avez sur votre écran les dates et heures des prochains webinaires avec leur thème. Donc, le 16 avril, nous parlons de véhicules électriques et de l'opportunité d'aller vers ce marché. Ensuite, le 23 avril, nous allons parler de la maison connectée. La maison connectée, vaste sujet. Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire et offrir pour vous différencier? C'est ça qui va nous intéresser. Le 30 avril, nous parlerons du bâtiment tertiaire et du tableau électrique qui devient intelligent. On définira ensemble ce que veut dire le mot intelligent. Bien, moi, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour le webinaire numéro 2. Et puis, surtout, n'hésitez pas à rejoindre le nouveau groupe Facebook qui s'appelle Fier d'être électricien et puis à partager sur ce Facebook vos impressions sur ce webinaire que nous venons de vivre ensemble. Il y a un hashtag qui permet de le faire qui s'appelle Innovation Talk. Voilà, et bien bonne soirée à tout le monde. À très bientôt, à la semaine prochaine, je l'espère. Et puis surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Merci à tous pour votre participation nombreuse et à la semaine prochaine, j'espère. Au revoir. Thank you for your participation in today's conference. Please disconnect at this time.